Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Christelle Fournier. Je suis vraiment contente d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler justement de la permaculture, qui est une thématique que j'aime beaucoup, et plus précisément aujourd'hui de ce qu'on appelle le compagnonnage pour pouvoir bonifier vos jardins et vous accompagner dans vos petits potagers culture. Enfin, je dis petits, mais peut-être vous en avez des grands, j'en ai aucune idée. Justement, on prendra un temps aussi pour savoir tout ça. Donc, hop. Pour me présenter très rapidement, je suis ce qu'on appelle accompagnatrice en permaculture. Donc, j'interviens auprès de projets citoyens et j'accompagne justement pour la mise en place potagère et également pour ce qu'on appelle la gouvernance partagée, c'est-à-dire comment on fait ensemble, comment les citoyens s'organisent ensemble pour créer des projets sans grande hiérarchie ou sans hiérarchie. Voilà, donc ça, c'est ma double casquette qui incarne la permaculture dans les deux cas. Euh, Juste pour avoir une idée un petit peu du plan de l'atelier aujourd'hui, on va d'abord faire un petit tour des définitions. Qu'est-ce que la permaculture et le compagnonnage? Également un tout petit peu d'histoire pour savoir d'où ça vient. Et puis, on va rentrer un peu plus de façon technique pour voir comment ça fonctionne l'association de culture et comment vous allez pouvoir le mettre en pratique chez vous, dans vos jardins directement. Et puis, voir ensuite, on aura une période de questions. En fait, on va même avoir des périodes de questions à plusieurs moments pour être certain que tout le monde comprend et qu'on puisse passer pas à pas aux connaissances suivantes. Et j'allais commencer justement par vous demander à vous directement si vous connaissez la permaculture et qu'est-ce que vous en connaissez et d'après vous, quels sont les principes éthiques qui englobent la permaculture. C'est vraiment comme pour faire une présentation de la permaculture en partant de vous et ensuite je vous expliquerai à partir de ce que vous savez comment moi je le définis. Est-ce que ça vous va? Parfait. Alors, en fait, ce que je disais, c'est que vous m'avez parlé avec beaucoup quand même de connaissances et une bonne idée de la vision écosystémique qu'on appelle du premier principe éthique de la permaculture. C'est celui que vous voyez qui est représenté par le cercle vert, qui est prendre soin de la terre. Quand on parle de la terre, on parle des êtres vivants, en fait. Et ça sous-entend que si on veut cultiver, si on veut faire de l'agriculture, eh bien, il faut qu'on prenne en considération tous ces êtres vivants-là et essayer de favoriser la vie de tout le monde tout en pouvant nous nourrir nous-mêmes. Parce que c'est quand même, dans un cadre agricole, c'est quand même le but, c'est de nous nourrir. Et en fait, la permaculture a vraiment trois principes qui vivent ensemble. Donc, le deuxième qui est en rouge, c'est prendre soin de l'être humain. Alors, je sais que l'humain fait partie des vivants, mais là, on le met un peu à part, car ce sont des projets humains. Et donc, dans prendre soin de l'humain, il y a prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et puis, pour le dernier principe, c'est le cercle bleu, et c'est la notion de partager équitablement. Et donc là, il y a beaucoup de choses derrière. On va parler de prise de décision en commun, on va parler d'économie, on va parler de transmettre les savoirs, on va parler de partager peut-être les surplus de légumes. Voilà, donc c'est très large. Et on dit qu'un projet est un projet permaculturel quand il embrasse les trois principes éthiques. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté permaculture. Et aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus sur le potager et la partie verte, justement, de prendre soin de la terre lorsqu'on fait de l'agriculture. Alors, attendez, parce que, hop, voilà. Alors, au niveau de l'histoire, ce qu'on appelle l'association de culture ou le compagnonnage, c'est la même chose, en fait. C'est deux termes pour dire la même chose. On sait que dès le début de l'agriculture, il y a plusieurs peuples au travers le monde qui en ont fait. Et il y en a un vraiment sur lequel on est fan et qu'on s'inspire encore beaucoup aujourd'hui, ce sont les Mayas. En fait, les Mayas, c'est un peuple autochtone mexicain qui a eu cette idée de faire un compagnonnage qu'on appelle les trois sœurs.
Les autochtones du Québec aussi, ou du Canada aussi, ont appris ces savoir-faire par les Mayas. Il doit y avoir 1000 ans ou 800 ans, on ne sait pas trop. Et l'idée, c'est de planter du maïs, des haricots et des courges ensemble parce qu'elles vont se soutenir. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est comprendre pourquoi elles se soutiennent. Et l'idée aussi, c'est que vous puissiez faire ensuite vos propres mélanges, on va dire, en comprenant ce qu'il faut prendre en considération. Pour commencer, justement, pour mieux comprendre, on va un peu parler des végétaux, faire une notion générale de comment fonctionnent les végétaux. Et puis, on prendra une pause après pour voir si vous avez des questions pour être sûr que ça a été compris. Je ne sais pas le niveau que vous avez dans vos connaissances végétales, donc peut-être ça sera très nouveau ou peut-être vous en saurez déjà un peu. Mais c'est important d'avoir une base générale pour pouvoir avancer dans le potager. Juste, en fait, c'est une approche très, comment dire, pratico-pratique pour que vous puissiez le mettre au jardin. Okay, donc, je ne vais pas commencer à rentrer dans des notions de photosynthèse ou je ne sais quoi. Je vais essayer de rester très pratico-pratique pour le jardin. Donc, en gros, les légumes, ils ont des besoins. Ils ont des besoins qu'on peut diviser sur les 4 éléments. En permaculture, on aime bien essayer de mettre des images comme ça. Donc, si je prends les 4 éléments, on va avoir le feu. Le feu, ça va représenter le soleil. Donc, on a besoin, pour avoir des légumes, on a besoin du soleil, d'une certaine durée, d'une certaine intensité. Et chaque légume a des besoins différents. Pour vous donner une idée, la tomate, pour rougir, pour aller en pleine croissance, a besoin à peu près de 6 heures de soleil par jour direct. Donc, si vous êtes sur un balcon, admettons, et que vous avez 4 heures de soleil, en général, on évite de faire des tomates. On ne peut pas. Voilà. Bon. Après, on peut essayer quand même, mais globalement, on sait que c'est 6 heures minimum. Ensuite, le côté feu, c'est aussi pour rappeler la notion de chaleur. Et d'autant plus qu'au Québec, on a des défis par rapport au gel. Donc, on doit prendre en considération les premiers et les derniers gels. Et c'est ce qui va changer aussi beaucoup les moments de plantation en fonction des endroits au Québec, puisque ces périodes sont pas le moment du gel ou du dégel n'est pas le même. Si on prend encore la notion des 4 éléments, on a l'eau. L'eau, ça va nous parler de l'irrigation, de la pluie, de l'écoulement. Ça, c'est si on a un gros terrain, on va devoir regarder comment l'eau circule sur mon terrain. Et l'eau est quand même un besoin essentiel à la vie. Et ce besoin-là n'est pas le même en fonction des plantes. Donc, encore une fois, il y a des plantes qui vont demander vraiment beaucoup d'eau pour pouvoir vivre et d'autres qui vont en demander beaucoup moins. D'ailleurs, on connaît le cactus, là, le légendaire cactus du Mexique qui arrive à vivre avec peu d'eau. Donc, vous voyez, c'est vraiment très différent en fonction des végétaux. Nos légumes au potager, en général, ont besoin de beaucoup d'eau. Pas tous, mais en général, c'est ça. Ensuite, on a le sol, donc la terre, du troisième élément. Le sol, et quel sol? Là, j'ai laissé ouvert parce que le sol en soi, c'est immense. Et donc, ça va être très différent si vous avez un sol, on va dire, urbain, il peut être contaminé des fois, ou si vous avez un sol à la campagne, ou si vous êtes sur un balcon et que vous avez mis du terreau, on voit que directement, on n'est pas sur le même sol. Donc, ce sont des choses qu'on apprend pas à pas. Aujourd'hui, on va y rentrer très peu, mais l'idée, c'est de prendre ça en considération et apprendre plus sur le sol quand on veut développer encore plus nos connaissances sur le jardin. Et puis, le dernier élément, c'est l'air. Alors, il faut savoir que l'air, on n'y pense pas souvent, mais il est très important pour 2 raisons. Le vent, par exemple, est un élément à prendre en considération. Il peut être favorable ou défavorable. S'il y a trop de vent, ça peut abîmer nos plantes. Mais par exemple, les arbres ont besoin d'avoir du vent pour que les racines soient stimulées et puissent bien s'ancrer dans le sol. Donc, on se rend compte que voilà, il faut avoir un peu une notion de ça. Et également, ça c'est très important pour nous, surtout au potager, les racines ont besoin de respirer, elles respirent de l'oxygène. Et donc, en fait, il faut qu'il y ait de l'air dans la terre. Et c'est pour ça, sans doute, peut-être que certains d'entre vous ont entendu qu'il ne fallait pas tasser, il ne faut pas marcher sur le sol où il y a nos plantes, parce qu'en fait, ça va enlever la couche d'air et ça va rendre difficile pour les racines de respirer, en fait.
Donc voilà, ça c'est pour les besoins des légumes en général. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les légumes vraiment qu'on met au potager et vous allez voir, j'ai mis en vert, en orange ou en rouge en fonction du niveau de difficulté. Quand je parle d'un niveau de difficulté, c'est que les plantes sont plus ou moins capricieuses, en fait. Et elles sont souvent capricieuses en réalité en fonction de leur origine géographique. On se rend compte que nos fines herbes, les fraises, les salades, c'est vraiment facile à faire. De base, dans un potager, c'est facile. Il y a des choses à savoir, mais c'est facile. Ce sont des plantes qui viennent plutôt du contour méditerranéen, mais aussi d'Europe ou d'ici. Et en fait, elles sont quand même habituées à des climats qui nous ressemblent, en tout cas les climats d'été de chez nous. Donc, elles ont besoin de soleil, mais elles peuvent supporter la mi-ombre. Elles ont besoin d'eau, mais elles peuvent, voilà, elles n'ont pas forcément besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau tout le temps. Il en faut, mais voilà. Elles craignent quand même le froid, ces plantes, mais ça va dépendre. Il y a froid et froid. Elles n'aiment pas le 0, elles n'aiment pas le 5 degrés, mais au-dessus, elles sont tranquilles. On va pouvoir à peu près les faire pousser. Ensuite, elles ont des particularités, au niveau de leurs particularités, bah, c'est ce que je disais, elles sont souvent faciles à faire. Elles ont besoin de peu d'espace de terre et ça, c'est important. Si on veut faire un potager sur un balcon, par exemple, c'est intéressant de savoir que si on a un petit contenant, un petit pot, on peut mettre, ces plantes-là sans problème parce que les racines ne prennent pas beaucoup de place. Et puis, on peut avoir des récoltes plusieurs fois, dans la saison. Donc on peut ressemer, on peut en remettre à plusieurs moments. Voilà. Ensuite, on a la famille des fabacées. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard parce qu'elle est vraiment importante pour nous dans le compagnonnage. Les fabacées, c'est ce qu'on appelle souvent les légumineuses. Donc, on parle de pois, de haricots, d'arachides. J'en ai tellement dans la tête que je ne sais plus. Bref, toutes ces légumineuses qu'on appelle du soja aussi. Voilà. Elles viennent un peu partout dans le monde. On se rend compte que c'est une famille botanique qu'on appelle, qui s'appelle vraiment les fabacées, qui se retrouvent partout et sans doute parce que justement, elles jouent dans l'écosystème du sol et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Ce sont des plantes qui ont besoin de soleil, qui ont besoin d'eau, mais correct, vous voyez, c'est juste un petit peu, enfin régulièrement, mais ce n'est pas des grands besoins, il faut juste que ça soit régulier. Elles craignent le froid quand même, donc il faut juste les faire pousser une fois que, bah, comme en ce moment, là, à partir de maintenant, c'est parfait. Et elles sont très faciles. Elles ont une capacité d'autonomie qui est assez incroyable et elles ont même la capacité d'enrichir le sol. Et c'est pour ça que je les aime bien et que tout le monde les aime bien. Et puis, elles peuvent être plantées avec d'autres plantes. Elles ne sont pas en compétition avec les autres plantes, sauf éventuellement pour le soleil, parce que des fois, elles grimpent. Mais globalement, au niveau racinaire, elles ne sont pas du tout en compétition. Et puis, on peut avoir plusieurs récoltes dans l'année. Donc voilà, ça, les fabacées, les légumineuses, les haricots, je vous invite à en mettre plein votre jardin. Il n'y a presque pas de problème. Ensuite, je vais parler de la famille des Aliacées. Alors, vous n'êtes pas obligé de retenir tous ces noms-là. Mais en gros, je parle de l'ail et de l'oignon. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu de vert, un peu de orange, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est facile si vous partez directement de la petite dent d'ail, c'est très facile. Mais partir de la semence, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus fragile. Donc, c'est pour ça, j'ai mis un petit peu les deux. Et puis, mais faire de l'ail, c'est très simple. Il faut le planter en automne et le couvrir de paillis, mettre du compost. C'est assez simple. Et puis, au Québec, ça se fait beaucoup parce que justement, c'est très résilient. Mais là, je ne vous le conseille pas en pot sur un balcon. Je vous le conseille vraiment si vous avez la possibilité d'avoir un jardin en plein sol, comme on dit directement dans la terre. Sinon, ça va geler l'hiver. Voilà. Nous avons aussi la famille des brassicacées. Je fais exprès, je m'en excuse, mais c'est dans mes habitudes de mettre les mots scientifiques. Non pas pour qu'ils soient retenus, mais tout simplement pour les avoir entendus et que si demain vous parlez, vous discutez ou vous lisez quelque chose, ça ne va pas vous être inconnu. Et puis, ça permettra de mieux parler avec peut-être d'autres professionnels ou je ne sais pas et avoir au moins comprendre de quoi ils parlent.
Les brassicacées, c'est la famille des choux, en fait. Donc, on est au radis, on est au chou, le kale, la moutarde. Ce sont toute cette famille-là. Ce sont c'est une famille qui, en fait, vient surtout d'Europe et d'Asie et donc connaît des climats, on va dire, proches du Québec, proches du Canada et qui permet, en fait, justement de faire que ce sont des plantes très résilientes quand même dans nos climats. Le truc, c'est que justement, elles sont quand même très bien adaptées et donc les insectes qui viennent les manger aussi, ils sont présents. Et donc, ça fait partie un petit peu des difficultés d'avoir ce genre de légumes, c'est il faut contrôler un petit peu les insectes. Ceci dit, si c'est au potager, encore une fois, ça va dépendre. Moi, personnellement, ça m'arrive de manger des choux avec des petits trous et ça m'est complètement égal. C'est comestible. Il faut bien nettoyer et puis c'est bon. Si vous voulez manger les racines, elles ne seront pas forcément attaquées, donc ça, c'est possible. Donc voilà, donc c'est assez facile comme légume à faire. Et puis, elles supportent souvent les premières gelées d'automne. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir rallonger la saison. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens plantent du kale, parce que justement, il a cette possibilité d'allonger la saison, comme on appelle. Et la croissance peut être rapide, comme le radis, par exemple, qui met que quelques semaines. Donc, on va pouvoir se nourrir rapidement de nos légumes. Ensuite, on a la famille des curcubitacées. C'est des grands noms, hein. Et là, ça commence à être un tout petit peu plus compliqué. Et là, quand on parle de curcubitacées, on parle des courges, des citrouilles, des zucchinis, des concombres. Je cherche. Voilà, globalement, c'est ça. Les origines, en général, c'est l'Amérique latine pour la majorité. On a aussi un peu l'Asie. Et donc, on voit que ce sont des pays chauds. Et c'est pour ça que c'est un tout petit peu plus compliqué pour nous, parce qu'on a besoin de leur donner en très peu de temps, dans une saison qui est courte, l'ensemble des conditions d'une chaleur et d'eau. On parle de pays souvent tropicaux qui vont demander beaucoup de ressources pour nous. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont difficiles, mais il faut juste savoir ça, c'est leur petit secret. Elles ont besoin de soins, en fait, pas plus, pas moins. Donc voilà, comme je dis, elles ont besoin de beaucoup de soleil, beaucoup d'eau, beaucoup d'azote. Quand on parle d'azote, on y reviendra un tout petit peu plus tard, c'est un élément qu'elles vont trouver dans le sol. Et souvent, le compost va amener cet azote-là. Elles ont besoin de beaucoup de terre parce qu'elles ont des grosses racines. Donc encore une fois, là, si on veut le faire sur un balcon, il va falloir les mettre dans un énorme pot pour qu'elles puissent s'enraciner bien correctement. Elles craignent le froid, elles craignent l'humidité sur les feuilles parce que ça va faire partir des champignons. Et elles craignent aussi les pucerons. Voilà. Ensuite, elles ont besoin de plusieurs mois pour faire un cycle entier. Donc, pour avoir, nous, on veut manger le légume. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles grandissent, qu'elles deviennent adultes et ensuite qu'elles fleurissent. C'est leur moment de reproduction et qu'ensuite, elles fassent un légume qui est quand même tout le moment de... C'est la dernière partie pour pouvoir donner des graines matures, en fait. Et nous, on va manger leur chair. Donc, en fait, on voit qu'il faut vraiment 4 mois ou 3 mois. Et donc, en fait, c'est justement pour ça qu'il ne faut pas rater le moment où on les plante parce que notre saison ici est courte. Et puis, voilà, donc on va avoir une seule récolte. Donc, quoique les zucchinis, on peut en avoir beaucoup, hein, je dis ça, mais on peut en avoir quand même beaucoup des zucchinis. Mais c'est pour donner une idée générale. Donc là, je vous montre ça, c'est un champ sur lequel on avait planté plein de courges. C'était en France, d'ailleurs. Et puis, la dernière famille, et puis après, j'arrête de vous embêter avec tout ça, ce sont les solanacées. Et solanacées, je l'ai bien mis en rouge aussi. Eh bien, en fait, ce sont la famille des tomates, des pommes de terre. On va retrouver les aubergines, les piments, les tomatillos, les cerises de terre. Donc, en fait, ce sont beaucoup de légumes qu'on aime manger et qu'on aime cultiver au jardin. Eh bien, en fait, pour la même raison que la famille précédente, elles viennent de pays chauds, pareil, Amérique latine, Asie, et elles ont les mêmes besoins. En fait, on est vraiment sur le même genre de besoins de légumes. Beaucoup de soleil, beaucoup d'eau, beaucoup d'azote. Donc, encore une fois, on parle de l'azote, donc le compost. Beaucoup de terre, des gros contenants. Et puis, elles ont
elles craignent le froid. Le froid, ça va être dès 15 degrés, là, elles n'aiment pas trop, hein, déjà. Elles vont craindre l'humidité sur les feuilles, c'est pareil. Donc, ce sont des plantes qu'on a tendance à arroser directement au sol et pas en jet par-dessus pour éviter justement cette humidité-là. Elles vont craindre aussi les pucerons, donc cet insecte qui vient ravager un petit peu. Et pareil, elles ont besoin de plusieurs mois pour faire leur cycle, donc ce que je disais, de pouvoir faire leurs fruits, parce que ce sont des fruits en fait. Et on va avoir une seule récolte. Voilà, donc c'était pour nos familles botaniques. Quelle heure il est? Je ne sais pas si j'ai envie de vous proposer qu'on fasse une mini pause pour voir si vous avez des questions déjà, et avant que je continue, parce que oui, je pense que ça serait bien. Est-ce que ça vous va? Alors, maintenant, après vous avoir fait un petit tour des légumes potagers par leurs besoins et leurs petites particularités un peu globales, je vais rentrer un peu plus dans des détails pour justement comprendre comment on réfléchit à cette association de culture ou à ce compagnonnage. Il faut comprendre que, en fait, moi, demain, si vous me demandez de faire une association de culture, je prends vos légumes préférés et je sais quoi faire. Et ce n'est pas magique, c'est que j'ai une lecture et je vais vous proposer de comprendre cette lecture. Donc là, je vous propose qu'on parte dans le système racinaire des légumes. Et ça, c'est très important, c'est une partie qu'on ne voit pas et qui est pourtant essentielle pour comprendre le compagnonnage. Il faut savoir que on a globalement, les végétaux ont deux systèmes racinaires différents. Soit ils font partie d'un système racinaire qu'on appelle monocotylédone, des plantes dites monocotylédones, soit ils ont un système racinaire des plantes dites dicotylédones. Et je m'excuse pour ce vocabulaire-là, mais c'est à peu près le seul qu'on ait. Et comme vous pouvez voir dans l'image à gauche, les plantes dites monocotylédones, c'est celles qui vont sortir avec une seule feuille au début. En fait, c'est ce qu'on appelle des cotylédons. Ce n'est pas encore les vraies feuilles. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et donc, on va avoir les oignons, on va avoir le poireau, on va avoir le maïs, on va avoir ce genre de plantes-là. Et les plantes qu'on appelle dicotylédones, c'est celles qui, quand elles poussent au début, ont comme deux petites feuilles, qui sont deux cotylédones, pour ça dicotylédones. Et on va avoir justement les tomates, les courges, les radis, beaucoup des fines herbes, pas toutes, mais beaucoup. Donc voilà, on va avoir beaucoup de nos légumes potagers sont dits dicotylédones. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si elles sont monocotylédones, elles ont des racines différentes de si elles sont dicotylédones. Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Et là, il faut que je passe à l'image d'après. On va commencer par celle qu'on appelle dicotylédone. Donc, si vous avez déjà fait des semis, vous avez dû le voir, justement, ces deux petites feuilles qui partent en premier. C'est très mignon et elles ne sont pas les mêmes en fonction des plantes. En fait, toutes ces plantes-là vont avoir une racine qu'on appelle pivotante, qui est en fait une racine qui ressemble à la carotte. Parce que la carotte est justement une dicotylédone. Donc, c'est pour ça. Donc, on voit, c'est vraiment cette idée de racine centrale qui va avoir des petites racines sur le côté. Et on dit qu'elle est pivotante parce qu'elle a une tendance à se creuser dans le sol comme ça, en tournant un peu sur elle-même. Et donc, voilà. Et on a aussi, parmi les dicotylédones, on a les arbres également, en fait. Alors, en général, ils ont ces racines pivotantes et les conifères aussi. Donc voilà, les légumes à racines pivotantes, en fait, on les mange, pas tous, mais plusieurs. Donc on a les navets, les betteraves, les carottes. Vous voyez, on voit vraiment qu'on est sur des racines, même si elles sont rondes, qui sont centrales, en fait, qui ont quelque chose de central. Et en fait, vous imaginez, en fait, la tomate fait à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup moins gros. Donc voilà. En fait, elle a une racine qui va avoir cette tendance-là à aller bien profond dans le sol et à avoir d'autres racines comme ça sur le côté. Maintenant, si je parle des racines de monocotylédones, c'est ce qu'on appelle des racines à système fasciculaire.
voilà, vous en avez entendu parler, on peut oublier. En fait, c'est l'inverse, en fait. Elles vont avoir des racines qui vont se mélanger les unes sur les autres et qui vont partir sur les côtés et s'installer. Ce sont des plantes qui sont difficiles à désherber. Et on a un des exemples magiques en ville, c'est le gazon. En fait, le gazon, toutes les plantes qu'on trouve qui font partie de nos gazons sont des plantes monocotylédones. Et sinon, pour celles qu'on connaît et qu'on mange, c'est tout ce qu'on appelle les graminées, c'est-à-dire nos céréales, en fait. Donc, on va avoir le blé, le maïs, voilà, enfin, ça va être, toutes ces plantes-là vont avoir des racines comme ça, qui vont être beaucoup moins profondes et beaucoup plus superficielles, si on peut dire ainsi. Donc voilà, et oui, bien sûr, il y a l'oignon aussi, il y a l'ail, il y a la ciboulette qui vont avoir ce type de racines, le poireau. Et d'ailleurs, sur l'oignon, ça se voit vraiment parce que quand on a des oignons qui ont encore les petites racines, on voit bien qu'elles sont juste en étoile, les racines, c'est vraiment flagrant. Voilà. Et maintenant que j'ai parlé du système racinaire, je vais introduire des deux familles botaniques qu'on adore. Et à partir de tout ça, on va pouvoir commencer à comprendre comment on fait du compagnonnage. Je reviens sur mes fameuses fabacées. Vous vous souvenez, les légumineuses que je disais haricots. Et je disais, il y en a partout dans le monde, on les aime parce qu'elles produisent leur propre azote. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'azote, pour revenir sur ce nutriment, on va dire, on va le trouver aussi énormément dans l'urine. Donc, des fois, on entend la légende des jardiniers qui urinent dans leur arrosoir avant d'aller arroser. En fait, c'est possible. Oui, oui, complètement. Après, je ne vais pas forcément vous conseiller de le faire. Ceci dit, moi-même, je le fais des fois. Donc, ça, c'est pour. Mais en fait, c'est qu'on vient chercher l'azote directement et on la met directement au jardin. Et en fait, c'est pour ça, tout à l'heure, je crois que c'était Gabriel qui disait il faut les animaux et le cycle de vie. C'est pour l'azote, en fait, entre autres. Pas que, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup en rapport avec l'azote. Peut-être aussi, si vous avez jardiné déjà, vous avez peut-être déjà mis de l'actisol dans vos plates-bandes, qui est en fait du fumier de poulet. C'est encore pour l'azote qu'on va retrouver dans le fumier de poule, en fait. Donc, on est vraiment, nos plantes, elles veulent de l'azote et il faut qu'on leur donne de l'azote. Et la famille des fabacées a ce pouvoir extraordinaire d'être autonome en azote. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait une symbiose avec une bactérie. Et ce que vous voyez en fait là actuellement à l'écran, ce sont des racines et des petits ronds autour des racines qu'on appelle des nodules. La racine va très bien, c'est même un très bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu cette symbiose bactérie avec la racine. Ce sont des bactéries qu'on appelle fixatrices d'azote. Comme voilà, on cherche l'azote, elles fixent l'azote. Et en fait, ça permet à la plante d'avoir son propre azote. Alors, comment ça se passe exactement? En fait, l'azote qu'elles vont trouver, ces bactéries, elles vont le trouver dans l'air du sol. On va laisser ça tranquille, mais en fait, la bactérie va prendre l'azote qu'elle va trouver dans l'air du sol et elle va pouvoir le donner directement à la plante. Mais ce n'est pas gratuit. Dans la nature, c'est rarement complètement gratuit. Les symbioses, c'est souvent des échanges de collaboration, finalement. Je te donne quelque chose et tu me donnes autre chose. Et la plante, ce qu'elle a à offrir, une plante, c'est une productrice de sucre. Et tous les êtres vivants, on est accro au sucre. On a besoin de sucre pour pouvoir fonctionner. Et donc, en fait, la plante offre du sucre aux bactéries et les bactéries offrent de l'azote à la plante. Ça fait qu'elle, tranquille, elle est autonome en azote. C'est pour ça que les fabacées ne font pas vraiment compétition. Elles ne peuvent pas faire compétition aux autres plantes. Et c'est pour ça aussi que dans nos compagnonnages, dans notre association de culture, on met souvent des fabacées un peu partout. On va mettre des haricots, etc. Il va falloir regarder par contre au niveau de la lumière. C'est la seule chose, il faut que les feuilles puissent avoir de la lumière, donc il ne faut pas trop de compétition, on va dire, au niveau de la lumière, mais au niveau racinaire, il n'y en aura pas. Et la deuxième chose magique, c'est que si vous n'enlevez pas, une fois que la plante, vous l'avez mangée, vous la laissez sur le sol et vous ne l'enlevez pas, quand elle va se décomposer, l'azote qui lui reste va se retrouver dans le sol. Donc, elle va offrir son azote
pour l'année d'après aux autres plantes. C'est pour ça qu'on adore les fabacées. Et vous verrez, quand on parle de rotation de culture aussi, en fait, c'est ça qu'on fait. On met des fabacées entre autres. Pas que, mais beaucoup. Et ensuite, la deuxième famille clé que je voulais vous parler, c'est la famille des Lamiacées. En fait, vous la connaissez très bien, cette famille. Tout le monde la connaît, on ne connaît juste pas son petit nom. Les Lamiacées, en fait, ce sont toutes nos fines herbes très odorantes, ou pratiquement toutes. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas là, mais on va avoir le basilic, on va avoir la menthe, on va avoir le thym, on va avoir le romarin, on va avoir la sauge, on va avoir l'agastache, si vous connaissez, la mélisse. En fait, c'est une famille immense qui est totalement comestible pour l'être humain. C'est comme si on avait grandi en symbiose avec ces plantes. Pour nous, ce sont que des plantes comestibles et ce sont même des plantes médicinales. Et c'est beaucoup de ces plantes avec lesquelles on fait des huiles essentielles. Il faut savoir qu'on en trouve un peu partout dans le monde, de ces plantes-là aussi, et qu'elles sont très odorantes. En réalité, c'est parce que ce sont des insecticides naturels. C'est pour repousser les insectes. Et l'autre avantage, c'est qu'elles produisent beaucoup de fleurs, qu'on appelle mellifères, et donc elles vont nourrir des insectes qu'on veut au jardin. Alors c'est un peu le paradoxe. D'un côté, elles éloignent les insectes qu'on ne veut pas, parce qu'elles ne veulent pas se faire manger, hein, elles le font pour elles. Et de l'autre côté, elles vont attirer quand même des insectes pollinisateurs, donc des abeilles, des guêpes, etc., qui vont pouvoir venir manger, trouver de la nourriture dans leurs fleurs et également polliniser nos autres plantes potagères, nos courges, etc. Donc on les aime beaucoup. Et pareil, elles ont un petit système racinaire. Il faut juste faire attention à la menthe, parce que la menthe est une vraie invasive. Elle s'installe, puis ça peut être un peu compliqué. Mais pour les autres, vraiment, allez-y, on peut y aller. Et ça permet leur capacité répulsive va servir pour les autres légumes. Ça ne va pas sauver les légumes, mais en tout cas, ça va permettre de faire une première barrière pour empêcher un certain nombre d'insectes de venir attaquer nos autres plantes de potager. Ce n'est pas 100%, c'est partiel. Voilà. Et c'est de là où arrivent les fameuses 3 sœurs ou le compagnonnage. Je vais en fait vous donner quelques exemples très concrets, mais ensuite vous allez pouvoir vous-même inventer vos modèles en fonction de ce que vous avez envie de manger vous. On n'est pas obligé de faire exactement pareil, il suffit de comprendre ça. Globalement, pour revenir aux 3 sœurs, le fameux maïs, haricot, courge, qu'est-ce qui se passe? Le maïs fait partie de la famille des monocotylédones, donc la racine superficielle, vous vous souvenez, qui est fasciculée comme ça. Elle a besoin de beaucoup d'azote. Le maïs vient d'Amérique latine. Beaucoup d'azote, beaucoup d'eau. OK, on plante notre maïs et beaucoup de soleil. Mais ça, c'est bon, il part en hauteur et il va chercher son soleil. Le haricot fait partie de la famille des fabacées. Et donc, en fait, le haricot, il va pouvoir produire son propre azote. Donc, les Mayas, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font encore, ils mettent un maïs et ils mettent 3 graines de haricots à côté. Alors, ce qui est génial avec les haricots, c'est qu'on peut, par trou, mettre 3 graines de haricots sans problème. Ils ne vont pas être en compétition l'un avec l'autre. Et ils vont même se tenir des fois un peu. Ça va même les aider. Et si on a des haricots grimpants, le maïs va servir de tuteur. Donc, ils vont pouvoir s'enrouler et monter au travers du maïs sans jamais l'étouffer. Donc, on a 2 plantes qui sont en train de s'entraider. Et le haricot, si on le laisse se décomposer sur place, l'année d'après aura commencé à enrichir le sol en azote pour les cultures d'après. La courge, quant à elle aussi, elle a besoin de beaucoup d'azote et beaucoup d'eau. Donc, on va en mettre beaucoup moins. On va en mettre quelques courges à droite à gauche au milieu de plusieurs maïs et haricots. Et elle va s'étaler avec ses grandes feuilles. Et ce que ça va faire, c'est que ça va garder l'humidité dans le sol. Donc, en fait, ça va permettre d'avoir moins besoin d'arroser et même des fois de ne pas arroser du tout parce qu'elle va garder l'humidité pour tout le monde. Et dès qu'il y a quelques pluies, hop, il y a de l'eau pour tout le monde et elle va le conserver. Ça ne va pas s'évaporer.
Et c'est pour ça que c'est vraiment l'association de culture par excellence. Elle a été très testée et elle est encore utilisée chez les Mayas. Elle fonctionne merveilleusement bien. Vous, admettons, vous ne voulez pas de maïs. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Pour donner un exemple, eh bien, en fait, on a une autre plante qui n'aura pas exactement les mêmes fonctions, c'est une dicotylédone, mais qui pourrait avoir à peu près les mêmes spécificités, on va dire. Il faut qu'elle soit haute, assez robuste pour pouvoir tenir le haricot et qu'elle rentre pas trop en compétition au niveau racinaire. On a en fait le tournesol. Vous pouvez décider de mettre des tournesols et faire vos 3 sœurs avec du tournesol et pas du maïs. Alors, le système racinaire du tournesol est un peu plus est différent du système du maïs. On est justement dans le dicotylédone et pas dans le monocotylédone. Mais ce n'est pas une racine invasive, enfin, c'est très correct. Donc, en fait, on peut faire ça. Une autre chose, je ne veux pas de haricots, mais j'adore les petits pois. Ben, pas de problème. On est encore dans la famille des fabacées. Donc, en fait, je peux très bien décider de faire mes propres 3 sœurs à moi et de dire, bah, je mets tournesol, petits pois et courge. Pourquoi pas? Et c'est là où on comprend que c'est intéressant de comprendre ces petites choses-là pour pouvoir le faire soi-même et faire son propre programme, on va dire, et ses propres associations de culture. Un autre exemple assez connu, c'est le fameux tomate basilic. Ben, en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le basilic a cette faculté d'être un peu répulsif pour les insectes. Bon, la tomate va s'en servir un peu. Ils ne sont pas forcément en compétition. C'est parfait, on peut les mettre ensemble. Il va juste falloir regarder où on oriente le basilic pour que le basilic il va être plus petit et quand même du soleil. Donc, on va plutôt les mettre côté sud, le basilic, pour qu'il puisse bénéficier du soleil. Encore une fois, si je veux, et j'ai vu ça dans certaines serres, des gens qui font ça dans la production, ils mettent aussi ce qu'on appelle des haricots nains. Alors, le haricot nain, c'est une fabacée, aucune compétition, à part éventuellement le soleil, il va falloir orienter. Donc, on pourrait pourquoi pas dire un basilic, quelques haricots, un basilic, quelques haricots et derrière les tomates. Mais quand je dis derrière, on parle de 10 cm à côté. Hein, on est vraiment proche. Et pourquoi les haricots nains? Parce que les haricots nains ne sont pas grimpants, donc ils n'ont pas besoin de tuteur et donc ils n'iront pas envahir la tomate pour s'accrocher quelque part. Donc voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a tout ça qu'on peut jouer à l'intérieur. Et là, il n'y a personne qui est vraiment en compétition, à part éventuellement pour le soleil. Il va falloir qu'on regarde un peu pour bien orienter, mais c'est tout. Et puis là, quand on veut aller un peu plus loin et qu'on veut être un peu plus des gros pros, et ça, il y a des agriculteurs qui font ça et ça marche très bien, on va jouer, alterner sur une même planche de culture. Donc vraiment, ça, c'est vraiment à côté. On va mettre radis, salade, carottes, choux. Parce que justement, la salade et le chou ont besoin de moins d'espace racinaire. Puis la carotte et la betterave vont vraiment aller en profondeur. Et puis, donc là, on va jouer sur les styles de racines, en fait. Et elles n'ont pas les mêmes cycles. Donc le radis va pousser très vite, la salade, on va l'accueillir assez rapidement. Puis le chou et la carotte, on va les cueillir beaucoup plus tard. Donc, on joue aussi sur les temps de croissance des légumes. Mais ça, c'est un peu l'étape un peu après. Là. Mais c'est pour vous dire, on peut pousser les choses jusque-là. On peut vraiment s'amuser à aller beaucoup plus loin. Voilà. Et puis, pour l'étape encore supérieure, il y a ce qu'on appelle les guildes en permaculture. En fait, l'idée là, c'est de jouer aussi sur ce qu'on appelle les strates végétales, c'est-à-dire avoir des arbres, des arbustes, des herbacées, des plantes grimpantes, des champignons. Et en fait, on va jouer sur toutes les couches, oui, en hauteur, on va dire, des différents végétaux. Et on va prendre en compte tout ce que je vous ai dit jusqu'à date, plus leur spécificité sur du volume, on va dire. Et on va pouvoir créer des fois des mini-écosystèmes ou ce qu'on appelle des fois des jardins-forêts ou des forêts nourricières grâce à ce genre d'aide. Ce qu'il y a d'intéressant dans les guides de permaculture, c'est que vous pouvez en trouver en ligne.
Donc, il y a des gens qui se sont amusés à dire, moi, je mets tel végétal avec tel végétal, c'est déjà tout fait. Et puis vous, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de prendre ces guildes et dire, bah, telle plante, moi, j'aime pas la manger, par exemple. Et donc, peut-être que si j'avais un basilic, je peux le remplacer, pourquoi pas, par de la sauge ou autre chose. Donc, comprendre quelles sont la spécificité de mes plantes va permettre de pouvoir réadapter derrière mes associations de culture. Donc, j'aime beaucoup les guides en permaculture pour avoir déjà une première idée. Ce sont des gens qui se sont passionnés de ça, qui ont testé des choses et qui vont pouvoir nous dire, regardez ça, ça marche. Et de là, en fait, on peut réajuster en fonction de nos propres goûts à nous et voir comment on peut bonifier tout ça et s'adapter à notre propre sol, s'adapter à ce qu'on aime faire, à l'esthétique aussi. C'est important l'esthétique. Et du temps de travail aussi qu'on veut mettre dessus, etc. Globalement, c'est à peu près tout ça que je voulais vous raconter aujourd'hui et je sais que c'est beaucoup peut-être de nouvelles notions pour certains d'entre vous, je ne sais pas trop. En fait, je propose qu'on rentre justement dans une période de questions, tout simplement, puis de questions-réponses pour voir et puis même si vous avez déjà des idées de choses que vous voulez faire, je peux vous dire directement quels seraient les bons coups ou les mauvais coups, d'après moi, d'après ce que vous avez à nous dire. J'arrête de partager l'écran et je propose qu'on se mette dans une période de questions.